À 8h15, premier invité de la matinale d'LCI, Pierre Persson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La République En Marche de Paris, fondateur en 2015, je crois, c'était il y a bien longtemps maintenant, 1000 ans, du collectif Les Jeunes avec Macron. On en parlait à l'instant, est-ce qu'on en fait trop sur le statut de la Première Dame ? Non, je pense qu'il faut faire de la pédagogie. C'est-à-dire que là, on voit quoi? On voit un peu une instrumentalisation du sujet. Et je pense qu'il est nécessaire, et c'est pour ça que je vois d'un bon œil la communication de l'Élysée à ce sujet, qu'on précise en fait ce qu'il en est. Parce que qu'est-ce que c'est? En fait, on va être transparent sur les deniers publics utilisés par la Première Dame. La Première Dame a toujours eu, de tout temps, en fait, un rôle de représentation. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est simplement qu'elle ne sera pas payée, parce que c'est pas le cas. Il n'y aura pas de rémunération pour la Première Dame, donc il ne faut pas tomber un peu dans l'instrumentalisation de la chose. Mais bien que, en fait, le nombre de ses collaborateurs, son budget, qui sera alloué à la représentation qu'elle effectuera, bien sera publié. Et ça me paraît important. Qui instrumentalise ça, selon vous? Je pense qu'il y a une... Quel est l'intérêt? Il y a une opposition qui, parfois, utilise de tous les sujets pour polémiquer. Nous, au contraire, on fait ce qui n'a jamais été fait par le passé, c'est-à-dire qu'on a réformé à la fois le statut des parlementaires, et bien aussi, on va s'attaquer à d'autres sujets comme celui de la Première Dame. Tout de même, vous n'êtes pas alerté quand vous voyez qu'une pétition est capable de recueillir en quelques jours? Là, ce matin, on est à plus de 260 000 signatures pour s'opposer à ce statut. Ça vous alerte pas? Si, ça m'alerte, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut faire de la communication et de la pédagogie. Il faut communiquer sur le sujet. Quand on dit on va faire la transparence, c'est-à-dire qu'on va donner un statut ou une charte et qu'on va expliquer aujourd'hui quel sera le rôle de la Première Dame et quels seront les moyens qui lui seront alloués, eh bien ça permet d'aller dans le bon sens. Ça permet de bien savoir comment l'argent public, l'argent des Français est utilisé. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait polémiquer là-dessus. Mais il faut expliquer le concept et ce qu'on veut faire et là où on veut aller. Certains font le lien entre la loi de moralisation de la vie politique que vous allez voter définitivement normalement demain, avec l'interdiction notamment des emplois familiaux pour les parlementaires, et ce statut de Première Dame. Oui. Vous le comprenez, ce lien? Non, je le comprends pas, et surtout ce que j'ai vu, c'est l'Alliance des conservateurs. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, on a vu quoi? On a vu de nombreux parlementaires de l'opposition qui se sont agrégés, à la fois de l'extrême gauche jusqu'à la droite, et qui se sont opposés à la réforme notamment du statut du parlementaire, à la fois sur la publication de leurs frais, mais aussi sur la possibilité ou l'impossibilité maintenant d'embaucher des proches. Moi, je suis pour, enfin, je veux dire, c'est à contre-courant. On a vu l'affaire Fillon, on ne peut plus aujourd'hui incarner la nouvelle politique en proposant d'embaucher son fils, sa fille. Et donc, c'était, à mon sens, indispensable de moraliser de ce point de vue le statut parlementaire. Et certains, pour s'offusquer, pour refuser en fait ces modifications et rester dans le régime antérieur, eh bien, ont utilisé toutes les ficelles qu'ils pouvaient trouver et donc se sont opposés à la question du statut de la Première Dame. Or, qu'est-ce qu'on voit? Le statut de la Première Dame, elle n'est pas rémunérée. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre l'embauche d'un assistant parlementaire, d'un collaborateur dans le cercle familial et, en fait, le travail de représentation qui a toujours eu lieu de tout temps de la Première Dame sous le quinquennat de la Ve République. On fera de la politique plus sainement à partir de demain, quand vous aurez voté définitivement cette loi de moralisation de la vie politique. Je pense qu'il y a les textes et puis il y a aussi les attitudes. Et donc les textes participent et encadrent les attitudes, mais il faut continuer, et ça c'est de la responsabilité individuelle de chacun des parlementaires, et bien de changer les méthodes qui parfois dans le passé ont été un peu border, un peu limite. Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont partir cet été avec leur petit manuel de l'Assemblée nationale? Ils vont passer leur été à réviser, disait Christophe Castaner. Vous allez réviser, vous aussi, les 164 articles qui régissent la vie de l'Assemblée? Je ne sais pas si je vais réviser, mais en tout cas, je me plongerai notamment dans les finances publiques parce que je suis à la Commission des finances et que je reste humble face à la densité de la matière et notamment aux pontes qui peuvent être présentes dans cette commission. Je n'ai pas 20 ans de mandat et donc je n'ai pas l'expérience à faire valoir. Donc, bien entendu, je vais travailler sur ces sujets. Et puis, par ailleurs, la procédure parlementaire, ça m'intéresse. Ça régit la vie en séance. Ces derniers temps. Vous n'aimez pas qu'on dise qu'il y a eu de l'amateurisme? Vous n'aimez pas ça? Non, il n'y a pas eu d'amateurisme. Pourquoi? Ça a pu y ressembler. Non, je pense que déjà, il y a une période de rodage. Après, voilà, c'est comme tout. Il y a un jeu politique et il faut s'y résoudre. C'est-à-dire qu'il y a eu une instrumentalisation de la part de l'opposition. Il y a beaucoup d'instrumentalisation. Oui, mais non, je veux dire, il y a peut-être des focus qui habituellement, il y a de tout temps eu des couacs à l'Assemblée. Il y a eu des textes qui parfois ont été votés puis qui ne devaient pas l'être, ou en tout cas qui n'étaient pas la position du gouvernement ou de la majorité. Ça arrive tout le temps. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un hémicycle qui était
très dense, qui était bien remplie, contrairement à ce que certains commentateurs politiques ont pu dire. Notamment, l'administration de l'Assemblée a été surpris du nombre de personnels politiques présents au sein de l'hémicycle pendant les nombreuses heures de débat et jusqu'à 4 heures du matin, quasiment tous les soirs, pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a aujourd'hui des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, qui sont mobilisés et qui sont présents pour défendre et appliquer et mettre en œuvre le projet. Reconnaissez une chose. Vous allez dire que je me trompe sûrement, mais on entend beaucoup dire que La République En Marche souhaite appliquer à la politique des méthodes de l'entreprise. C'est une petite musique qu'on entend beaucoup. Dans une entreprise, quand il y a des débuts un peu difficiles comme ça, on a droit au minimum aux remontrances du patron. Vous avez eu droit aux remontrances du patron ? Non, pas de remontrances du patron. Par contre, je vous l'accorde, quand nous sommes arrivés au sein de l'Assemblée nationale, en effet, beaucoup de mes collègues sont issus du secteur privé. Moi-même, j'ai exercé dans le privé. Et donc, il y a eu une petite forme de frustration de ce qui n'avançait pas. Et je pense que François de Rugy, qui est quelqu'un d'expérimenté, qui connaît bien les arcanes de l'Assemblée, qui est aujourd'hui notre président de l'Assemblée, a mis en place différents groupes de travail pour pouvoir modifier les règles internes à l'Assemblée, notamment les règles de concept. Oui, toujours plus vite, mais en même temps, vous êtes allé très vite. Vous avez examiné 9 textes, je crois, 6 définitivement depuis votre élection. Et aujourd'hui, vous nous dites beaucoup, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite, justement, et manquer de visibilité, peut-être ? On peut faire de la pédagogie, notamment sur quelque chose qui a déjà été expliqué et qui a été déjà proposé aux Français. C'est-à-dire que il faudrait faire encore plus de pédagogie si c'était quelque chose de nouveau. Or, c'est le programme d'Emmanuel Macron, c'est celui qu'on a diffusé, distillé depuis la baisse des APL de 5 € par mois, c'était pas dans le programme. Oui, alors réduction des ajustements structurels sur les 850 millions de l'armée, c'était pas dans le programme. Non, bien entendu, mais en fait, je veux dire, la granularité est assez fine sur ces éléments-là. Et puis, c'est aussi des éléments un peu de conjecture immédiate. Donc, on a dû faire face à certaines problématiques, et notamment l'insincérité des budgets de 2017. C'est-à-dire qu'on avait trop de dépenses et pas assez de recettes. Et la Cour des comptes a émis un rapport décrivant la situation. Et donc, on a dû faire face, en effet, à une situation qui n'était pas celle que nous l'avions imaginée. Mais comme d'habitude, je pense que les Français ne peuvent plus entendre ce reproche à l'ancienne majorité. On ne peut plus dire c'était de la faute du précédent gouvernement. Non, je dis juste qu'il y a eu cette problématique-là, et donc en responsabilité, on a décidé notamment de réduire de 5 € les APL, parce qu'il fallait dire quoi ? C'est que soit on augmentait les impôts, et donc en gros les Français devaient payer plus, soit il n'y avait pas d'APL. Ça revient à payer un peu plus que d'avoir moins d'aide. Oui, bien entendu, mais donc on a fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Vous n'êtes pas inquiet des mauvais sondages à la lumière, je vous pose cette question, des chantiers qui se profilent à l'horizon? Ils sont tendus, ces chantiers. 31 août, on aura le détail des fameuses ordonnances sur la réforme du Code du travail. Les syndicats promettent une opposition sévère. Et puis, il y aura le projet de loi de finances 2018. Et il y aura beaucoup d'arbitrages à faire, des arbitrages qui seront sûrement impopulaires. Vous ne craignez pas encore un peu plus d'impopularité, justement, pour la majorité que vous représentez ? Quand je suis arrivé, quand j'ai bâti avec Emmanuel Macron la campagne présidentielle, vous étiez son conseiller politique ? Tout à fait. L'un de ses conseillers politiques, on ne gouvernait déjà pas au sondage. Et donc, c'est pas parce que déjà pendant une période électorale, on ne choisissait pas de faire confiance au sondage pour bâtir notre programme que l'on va définir notre cap en fonction des aléas des études d'opinion. Non, ce que je constate simplement, c'est que on a un cap, on a un programme, il faut s'y tenir. Bien entendu, il y a certains sujets qui sont difficiles, il faut faire de la pédagogie. Souvent, les gens sont pour faire des économies en général, mais quand ça les touche en particulier, c'est plus complexe. C'est exactement ce que dit Gérald Darmanin. Tout à fait. Mais clairement, c'est surtout ça. En gros, on va s'attaquer à différents piliers. Il faut bien comprendre qu'on va le faire dans l'intérêt général de tous, du pays, pour que le pays se développe mieux, pour qu'il y ait plus de croissance et que ça profite à tous, in fine. Sauf que les Français, je ne parle pas en leur nom, mais j'imagine, peuvent peut-être avoir le sentiment que les efforts portent toujours sur les mêmes, et peut-être les plus modestes. Vous allez devoir, par exemple, faire passer la pilule de la réforme de l'ISF. C'est pas simple à faire passer cette réforme-là. C'est pas simple de la justifier, cette réforme de l'ISF qui va devenir l'impôt sur la fortune immobilière. Vous l'avez dit, c'est pas simple, mais il faut l'expliquer. Comment vous la justifiez ? Qu'est-ce qu'on fait ? On supprime l'ISF et on garde la partie qui est sur l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la partie immobilière, c'est celle qui ne produit pas de croissance, en tout cas qui ne produit pas d'emploi. Et donc, il faut considérer qu'on doit taxer profondément la rente, le capital, et relocaliser tout ça sur le travail. Et donc, on dit quoi ? Et on dit qu'une partie de l'argent qui aujourd'hui sera injecté dans nos entreprises pour favoriser l'investissement et donc accroître la productivité française, eh bien celle-là, on doit
doit lui permettre d'avoir une fiscalité allégée. Mais c'est pas vrai après quand on dit qu'aujourd'hui notre programme s'attaque aux plus faibles. Certes, on a dû baisser les APL, mais c'était pour garantir le mécanisme. Mais plus généralement, on va augmenter le pouvoir d'achat des Français en réduisant l'écart entre le brut et le net. Dès l'année prochaine, ça sera quasiment un 13e mois pour quelqu'un qui est au SMIC. C'est 100 € de plus pour l'allocation handicapée. Je veux dire, il y a beaucoup de choses dans notre programme qui sont de l'ordre du social, mais par contre, il faut l'expliquer aux Français. Donc, il y aura des hausses, notamment de la CSG, mais c'est aussi pour que, en fait, une partie de la fiscalité aujourd'hui qui touche le travail, eh bien, soit plus axée sur le capital, parce que ça me paraît plus important aujourd'hui, bien que qu'un salarié, eh bien, gagne mieux sa vie. Mais je suis sûr que vous connaissez cette étude, Pierre Persson, de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui nous dit que plus on est riche et plus notre fortune est composée de valeurs mobilières, donc c'est-à-dire ne sera pas concernée par ce nouvel ISF. Pour les 30 000 ménages les plus aisés, 80% du patrimoine est composé de capital mobilier, ça donc exclu du futur ISF. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Et vous pensez que forcément ça ira vers l'investissement si on libère ça? Il faut, parce qu'aujourd'hui on voit quoi? On voit que la majorité de nos entreprises ont du mal à se financer, à la fois au niveau bancaire, mais aussi parce que globalement il n'y a pas suffisamment d'investissement. Le retard de notre industrie, c'est beaucoup trop peu d'investissement ces 20 dernières années. On est en retard là-dessus sur la productivité, sur l'investissement en termes de robots et compagnie. Et donc ce qu'il faut, c'est aujourd'hui impulser un nouvel état de confiance, de stabilité, à la fois de stabilité fiscale, pour permettre à nos entreprises d'avoir à la fois de meilleures marges, mais surtout un investissement qui leur permette d'accompagner les mutations qui sont en cours. Ça, c'est des rentrées d'argent en moins avec l'ISF réformé. Il faut trouver 20 milliards, dont 10 milliards concernant l'État. On trouve où 10 milliards concernant l'État? Eh bien, on a nos priorités, mais surtout la différence, c'est une différence de méthode. C'est-à-dire que, contrairement aux précédentes politiques qui ont pu être faites depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'on a dit unilatéralement, on baisse de X milliards le budget de tel ministère. Aujourd'hui, c'est les ministres qui ont une obligation de résultat sur le fonctionnement de leur ministère. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur... Des sommes colossales tout de même qu'il faut trouver. Oui, mais on va demander des efforts en français. Il faut aussi que la machine de l'État, fournissent ses efforts, et puis que les collectivités, elles aussi, fournissent ses efforts. Et donc, ça me paraît important de mettre en place une modernisation de notre économie, mais aussi une modernisation de notre administration, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à réduire les coûts pour être plus compétitif, mais aussi pour permettre de réduire la dette qui aujourd'hui est de 2200 milliards et qui s'accroît de 2 SMIC par seconde. On supprime combien de postes de fonctionnaires ? Je ne peux pas vous le dire là pour l'instant. Et par ailleurs, clairement, on a dit qu'on sanctuariserait certains budgets, celui de l'éducation notamment, celui de... Il y a pas mal de ministères qui ne seront pas touchés. Mais il faudra en passer par là. Mais il faudra passer par là. Par une réduction du nombre d'effectifs chez les fonctionnaires. Les effectifs des fonctionnaires. En tout cas, il faudra réduire les dépenses publiques. Merci beaucoup Pierre Persson d'avoir accepté notre invitation. Bonnes vacances, vous allez en prendre quelques-unes de vacances après un dernier vote, demain, vote solennel à l'Assemblée nationale sur cette fameuse loi de moralisation de la vie politique. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est bientôt 8h30, l'essentiel de l'info avec Julia Mette.